y a des forêts où les arbres ne poussent pas seulement, ils s'entremêlent. La lumière ne descend pas, elle filtre. Chaque branche, chaque racine et chaque ombre semblent avoir une volonté propre. Dans ces lieux, le monde n'est pas gouverné par la vitesse ou la force, elle est gouvernée par le silence et par ce qui est capable de s'adapter sans être vu. Ce sont des jungles humides et sombres, enfouis dans le brouillard de la mémoire et du temps. Des forêts perdues parmi des chaînes de montagnes, des ravins et des rivières qui respirent au-delà de l'œil humain. Dans ces profondeurs, il n'y a ni chemin ni boussole. Seulement des pistes tracées par des générations d'animaux qui n'ont jamais eu besoin d'être découvertes. Les invisibles y vivent. Sur le sol gorgé d'eau, des armées de fourmis se frayent un chemin comme des machines vivantes. Ils ne tuent pas pour le plaisir ou la gloire. Ils démantèlent les cadavres avec une précision chirurgicale. Ils font disparaître des corps entiers en quelques heures, selon un processus qu'aucune civilisation humaine n'a pu imiter. Tout là-haut, parmi les hautes branches, le gibbon se balance. Ses bras, plus longs que ses jambes, en font un véritable acrobate de la canopée. Il peut parcourir toute la forêt sans toucher le sol, communiquer avec des cris qui parcourent des kilomètres et disparaître avant que quiconque ne puisse le voir. Plus au nord, lorsque l'automne recouvre les forêts tempérées d'Europe, le renard roux émerge de la litière de feuilles. Il ne défie personne, il attend tout simplement. Il suit les traces des loups, ramassant ce qu'ils laissent derrière eux, cachant ce qu'ils trouvent. Ce n'est ni un prédateur ni une victime, c'est autre chose. Quelque chose qui connaît les failles du système et sait y faire face. Et dans les jungles du Nouveau Monde, où la végétation étouffe la terre et où la mort rôde sous la forme de vignes, d'insectes et de boue, le jaguar se déplace comme un murmure. Il n'a pas besoin de courir, il tue en silence et parfois il attend simplement que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Aucun d'eux ne recherche la confrontation directe, aucun ne cherche à s'imposer. Dans ce monde secret, les victoires s'obtiennent dans l'ombre. Les protagonistes de cette histoire n'imposent pas leur force, ils s'adaptent, ils attendent. Ils lisent les signes de la forêt avant de faire un pas. Charognards, opportunistes, stratèges. Ils survivent là où d'autres échouent, sans avoir besoin de se battre. Là où les rayons du soleil parviennent à peine à pénétrer le feuillage, où l'humidité enveloppe tout et où chaque racine semble cacher un piège, la forêt ne se rend pas immédiatement. Il faut apprendre à le lire. Il faut savoir attendre. Il n'y a pas de chemin. Seulement des ombres, des arbres tels les piliers d'un temple antique et un sol meuble qui absorbe les pas et les secrets. Ah, la vie dans ce coin d'Asie se camoufle parmi les textures. Des plumes qui imitent les feuilles, des insectes qui imitent l'écorce, des prédateurs qui se fondent dans le paysage. Mais il y a quelqu'un qui non seulement habite ces ténèbres, il les domine. Il ne poursuit pas, il traque, il ne court pas, il attend. Et quand il décide de déménager, il est trop tard. Entre racines et ombres, le python réticulé étend son empire sans faire un seul bruit. C'est un reptile qui n'a pas besoin de poison pour tuer, car son arme la plus mortelle est le temps. Avec un corps pouvant dépasser les 6 mètres de long et des muscles capables d'enrouler et de briser un cerf, ce serpent est le résultat de millions d'10 ans d'évolution silencieuse. Sa peau, recouverte d'un motif hypnotique de diamants entrelacés, n'est pas un ornement, c'est un camouflage absolu. Entre la boue, les feuilles et les racines, il n'y a aucun moyen de le voir jusqu'à ce qu'il fasse déjà partie de vous. Le python n'improvise pas. Il observe, détecte la chaleur, étudie les schémas. Il peut rester des jours au même endroit, immobile, attendant que quelque chose franchisse le seuil invisible de son attaque. Puis, dans un éclair silencieux, il se lance avec une vitesse qui dément sa patience. Une fois sa mâchoire serrée, plus de cris, plus de lutte prolongée. Seulement un enroulement précis, exact, mortel. Le sang cesse de couler. Le corps capitule. Il n'y a ni explosion, ni pitié. Il y a calcul. Contrairement à son homologue sud-américain, l'anaconda, le python réticulé n'a pas besoin de plan d'eau pour se déplacer efficacement. Dans la jungle asiatique, son domaine est terrestre. Il peut grimper et nager, mais son véritable royaume se trouve au sol, parmi les racines humides et les sous-bois denses.
Ses yeux, sans paupières, reflètent la lumière avec un éclat terne, comme ceux d'une statue sculptée dans la pierre ancienne. Sa langue fourchue recueille les particules de l'air, les traduisant en signaux olfactifs qui la guident. Mais pour maintenir cette précision, le python doit se renouveler périodiquement en se débarrassant de la peau usée qui ne lui sert plus. Lorsque cette usure devient visible, lorsque le corps commence à se sentir lourd, terne, sans éclat, alors arrive le moment inévitable. La mue, un rituel exclusif aux reptiles. Avec des mouvements lents, il commence à se détacher. Il frotte sa tête contre l'écorce acérée, s'enroule autour des branches et laisse derrière lui une peau entière, comme s'il émergeait de son propre passé. Ce qui pour d'autres serait une blessure, c'est un renouveau. Un serpent qui se reconstruit pour continuer à être implacable. Ce n'est pas l'image d'une violence bruyante, c'est l'élégance de l'inévitable. Une force qui n'a pas besoin de courir pour rattraper son retard. Avec sa peau neuve, fraîche et brillante, le serpent se fond encore mieux dans les ombres du sol humide et des racines tordues. Seul un léger mouvement du vent ou un bruissement parmi les feuilles le trahit. Patient, immobile, il s'intègre au paysage, un autre fragment de boue et de mauvaises herbes. Il ne se précipite pas et ne se rapproche pas rapidement. Sa proie, un lapin nerveux et alerte, ignore la menace qui approche silencieusement, ignorant que son camouflage renouvelé cache un prédateur insatiable. Le lapin s'approche pour boire dans une flaque à peine visible, la garde baissée, confiant dans le calme apparent des environs. Puis, lentement mais avec une précision extrême, le python commence sa traque. Une douce ondulation parcourt son corps, qui glisse avec un rythme hypnotique, presque imperceptible, vers le point exact où la victime sera à portée de main. D'un mouvement précis, le python entoure le lapin, le serrant avec une force croissante, l'enveloppant dans une étreinte mortelle dont il n'y a pas d'échappatoire. Le petit corps se débat un instant, ses jambes essayant de s'échapper, mais il n'y a ni place ni répit. La pression augmente inexorablement jusqu'à ce que plus un muscle ne bouge. Dans ce silence absolu, le python relâche lentement son emprise, certain que la vie a abandonné. Le moment de l'attaque n'est pas une explosion de violence, mais la fermeture silencieuse d'un piège parfait. Tandis qu'en bas, parmi la boue et les ombres, cette chasseresse règne en silence, bien au-dessus de son territoire, un autre monde entièrement différent s'ouvre. Un monde où les branches se croisent comme des ponts flottants, où la vie ne touche pas le sol et où la vitesse se mesure en sauts, pas en bonds. Il n'y a pas de route, seulement des hauteurs. Le gibbon, acrobate invisible, est un spécialiste absolu pour se déplacer là où personne d'autre ne peut le faire. Appartenant à la famille des Hylobatidae, le gibbon est un petit primate comparé au grand singe, ses plus proches parents. Mais ce qu'il perd en taille, il le compense par une étonnante capacité d'adaptation. Chaque caractéristique de son anatomie est conçue pour une vie loin du sol. Ses bras extraordinairement longs atteignent jusqu'à 1 mètre de longueur, dépassant de loin la longueur de ses jambes, une proportion qu'aucun autre primate ne possède à ce point. Ses épaules flexibles permettent une rotation complète, facilitant des mouvements rapides et précis entre les branches. Cette apparente disproportion a une raison. Sur Terre, le gibbon est maladroit et vulnérable. Il peut à peine faire quelques pas debout avant d'être contraint de s'arrêter, comme si le sol lui était totalement étranger. Mais dès qu'il atteint une branche, son corps se transforme. Il se déplace par brachiation, se balançant de branche en branche avec une telle agilité qu'il peut parcourir des distances allant jusqu'à 5 mètres par seconde, effectuant des sauts de plus de 10 mètres entre les arbres. Il ne court pas, il ne grimpe pas, il s'élance vers les hauteurs et il échoue rarement. Cette compétence n'est pas le fruit du hasard. Dans cet environnement, l'évolution a récompensé ceux qui se sont le mieux adaptés à la vie en haute altitude. Là-haut, les fruits sont plus abondants, les prédateurs plus rares et les opportunités plus nombreuses. Les individus incapables de se déplacer rapidement ou avec précision ont disparu il y a des générations. Mais ceux qui ont survécu ont perfectionné cet art. Mais ce n'est pas seulement son corps qui s'adapte à ce monde vertical, sa voix fait aussi partie du paysage.
Doté d'un sac laryngé gonflable dans sa gorge, le gibbon est capable d'émettre des sons qui parcourent de longues distances au milieu de forêts cachées. Ces cris, qui peuvent être entendus jusqu'à 2 km de distance, pénètrent la végétation et avertissent les autres membres de leur espèce des territoires, des menaces ou des zones où les fruits mûrs sont abondants. Et ce ne sont pas que des cris. Les gibbons possèdent l'un des répertoires vocaux les plus complexes de tous les primates. Certaines espèces réalisent même des duos coordonnés et précis entre mâles et femelles, ce qui renforce les liens du couple et marque l'occupation territoriale. C'est un langage sonore qui permet d'éviter les confrontations physiques dans un environnement où une erreur, une chute ou une blessure signifie la mort. La structure sociale des gibbons reflète également cette logique de prudence et d'efficacité. La plupart des espèces forment des couples monogames stables, ce qui est inhabituel chez les primates. Cette organisation ne répond pas à un sens moral, mais plutôt à une stratégie territoriale. Un mâle et une femelle, accompagnés de leur progéniture, sont plus efficaces pour contrôler une section de la forêt, éviter les confrontations et exploiter les ressources dispersées entre les arbres. Leurs principales menaces ne viennent pas des autres animaux, mais des humains. La déforestation massive a fragmenté leurs habitats, et bien que les gibbons évitent les lisières de forêts ouvertes, où ils deviennent vulnérables, ils perdent du territoire chaque année. Pourtant, les gibbons ont réussi à survivre dans les coins les plus inaccessibles et les plus élevés des jungles asiatiques. Car si dans d'autres environnements la force ou la ruse définissent la survie, ici règne l'agilité et la prudence. Ce n'est qu'en de rares occasions, lorsqu'une clairière inattendue traverse la forêt ou lorsque la sécheresse vide des mares cachées, que le gibbon s'aventure dans la forêt. D'un pas mesuré et silencieux, il traverse le sol couvert de feuilles, conscient de chaque ombre en mouvement, de chaque son qui pourrait le trahir. Il ne s'agit pas d'un geste impulsif, mais d'une nécessité calculée, d'un acte de prudence forcé dans un territoire qui ne pardonne pas l'audace. Bien qu'il soit un maître de la furtivité et qu'il passe inaperçu parmi les prédateurs terrestres, cette confiance apparente disparaît lorsqu'il lève les yeux. Car le véritable danger ne se cache pas en bas, mais dans les hauteurs de la canopée où règne le gibbon. Là, sous la canopée verte, planent les ombres silencieuses des prédateurs les plus meurtriers, les aigles harpies asiatiques, des oiseaux de proie aux serres puissantes et à la vision perçante, traquant d'en haut avec la patience d'un ancien chasseur. Ces oiseaux, experts dans la chasse aux petits mammifères et aux primates, se fondent dans le paysage tels des fantômes ailés, attendant le moment précis pour foudroyer leur proie d'un vol dévastateur. La menace d'en haut est constante à tout moment, et c'est pourquoi le gibbon doit mesurer précisément chaque saut, chaque mouvement, chaque note de son cri, car un faux pas peut le trahir en un instant. La vigilance devient un état permanent, une tension qui ne se relâche jamais. Le besoin de rester invisible, d'éviter tout signe susceptible d'attirer une attention indésirable, façonne chaque geste et chaque décision du gibbon. Et même si sur le terrain ils peuvent éviter certaines menaces, c'est dans la complexité et le danger de la haute forêt que la survie entre véritablement en jeu. Le gibbon survit grâce à une combinaison unique d'agilité, de furtivité et d'intelligence perfectionnée au fil des millénaires. Un équilibre délicat qui maintient sa place dans un écosystème implacable, plein d'ombre, où la survie n'est pas pour toutes les espèces. Et là, suspendu parmi les branches, à l'abri du regard du ciel et de la terre, le gibbon chante. Son appel résonne parmi les arbres, et au loin, d'autres lui répondent. C'est dans cet échange, tel un écho ancestral, que se définit la dynamique vivante de la forêt cachée. Il n'a pas besoin de s'imposer par la violence. Il ne descend pas pour rivaliser sur le terrain. Il n'est tout simplement pas intéressé. Leur territoire est situé en hauteur, là où la lumière touche à peine les feuilles et où l'air est plus pur. Car dans cet écosystème, l'évolution n'a récompensé ni la force ni l'agressivité. Ce qui assure véritablement la survie, c'est la capacité à éviter les conflits, à se déplacer sans erreur et à communiquer discrètement. Et en cela, le gibbon possède un avantage séculaire. Mais toutes les espèces ne sont pas faites pour vivre à haute altitude. Tout en bas de la canopée, là où l'humidité s'accumule entre les racines exposées et où la végétation occulte la lumière comme un plafond de brouillard, vit un autre type d'organisation. Il n'y a pas de champ, pas d'individu visible,
Juste une masse qui avance silencieusement, se déplaçant avec une précision qui ne requiert ni ordre ni hésitation, comme si chaque fragment répondait à un ordre ancien et immuable. Sous le sol meuble des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, les fourmis légionnaires du genre Dorilus forment des colonnes vivantes qui avancent parmi les troncs abattus et les racines emmêlées. Elles ne construisent pas de fourmilière permanente. Elles ne se reposent jamais. Elles se déplacent comme un essaim terrestre et répondent à une seule impulsion: trouver ce que la forêt a abandonné. Ils ne tuent pas par sport ou par excès. Ils se mobilisent parce que quelque chose est mort, comme un oiseau qui n'a pas pu s'envoler après une blessure mal cicatrisée. La jungle, tôt ou tard, offre sporadiquement ses cadavres, et eux, charognards méticuleux, arrivent généralement en premier, avant les autres parasites et insectes, pour profiter de chaque opportunité. Lorsqu'ils trouvent un corps, ils n'hésitent pas. En quelques minutes, ils installent une chaîne de démontage millimétrique. Les petits ouvriers nettoient l'extérieur et déchirent la peau, tandis que les plus gros pénètrent les organes internes. Il n'y a pas de force brute, il y a de la méthode. Des centaines de mâchoires travaillent à l'unisson, coupant et extrayant des morceaux qui sont transportés en file indienne jusqu'à la colonie. Le corps de l'animal, encore reconnaissable au premier abord, se transforme en une silhouette désintégrée en moins d'une heure. L'efficacité est telle qu'à la fin, il ne reste plus un seul fragment mou. Tout a été enlevé, stocké, redistribué. Ils ne digèrent pas la carcasse, ils transportent le butin jusqu'à la bouche de la colonie, où d'autres castes le traitent. Ce comportement ne fait pas exception. Il fait partie de leur routine évolutive. L'écosystème forestier asiatique génère une vie abondante, mais aussi une mort abondante. Et dans ce cycle vertigineux, les fourmis légionnaires se sont positionnées comme des recycleurs opportunistes. Ils ne courent pas, ils ne grimpent pas, ils s'élancent vers les hauteurs. Et ils échouent rarement. Cette compétence n'est pas le fruit du hasard. Dans cet environnement, l'évolution a récompensé ceux qui se sont le mieux adaptés à la vie en haute altitude. Là-haut, les fruits sont plus abondants, les prédateurs plus rares et les opportunités plus nombreuses. Les individus incapables de se déplacer rapidement ou avec précision ont disparu il y a des générations. Mais ceux qui ont survécu ont perfectionné cet art. Mais ce n'est pas seulement son corps qui s'adapte à ce monde vertical, sa voix fait aussi partie du paysage. Quel est l'intérêt de gaspiller de l'énergie à chasser des proies vivantes alors que la mort naturelle a déjà fait le travail à leur place? Mais si le corps de la colonie est nourri de l'extérieur, son cœur est protégé de l'intérieur. Là réside la reine, une structure vivante énorme par rapport à ses filles, incapable de se déplacer seule, soutenue par la volonté de milliers de personnes. Autour d'elle, une caste est née avec un seul but: mourir pour elle. Les fourmis soldats ne se rassemblent pas et ne se nourrissent pas, elles ne se reproduisent pas, elles ne fuient pas. Leurs mandibules sont si développées qu'une fois fermées, elles ne peuvent souvent plus se rouvrir. Leur corps est conçu comme un bouclier vivant. Lorsqu'ils se déplacent, ils forment des cordons le long des flancs de la colonie. Si une menace apparaît, les soldats se précipitent sans aucun calcul. Ils n'attendent pas de renfort. Ils ne battent pas en retraite. Leur mission est de tenir le front et de gagner du temps. Car pendant qu'elle tombe, la reine continue d'avancer, les ouvrières continuent de transporter les larves et la colonie avance sans s'arrêter. Ce genre de discipline n'est ni émotionnel ni symbolique. C'est de la pure génétique. Une programmation parfaite qui ne souffre ni doute ni erreur. Les fourmis soldats existent pour disparaître lorsque cela est nécessaire. Et elles le font sans drame, sans spectacle. Elles accomplissent simplement leur mission, comme elles le font depuis des millions d'années. Mais la jungle n'attend pas toujours la mort. Parfois, la guerre survient d'elle-même. Colonies de Dorilus se croisent aux confins de leur territoire, l'air se charge d'une tension invisible. Il n'y a pas de négociation. Juste un calcul. Si le butin est suffisant, comme une mare d'œufs d'insectes, une grosse carcasse récemment découverte ou une termitière, l'attaque est décidée. Les plus petits travailleurs commencent le harcèlement, explorant les défenses rivales. Les soldats s'alignent, formant un front de choc. Il n'y a pas d'armes à distance, tout se déroule au corps à corps dans un combat silencieux, sans rugissement ni cri, mais avec la même intensité qu'un affrontement entre fauves. Les tactiques sont toujours multiples. Tandis qu'un groupe attaque de front, un autre tente de contourner, de pénétrer la ligne et d'atteindre les larves. Car dans cette guerre,
L'objectif n'est pas le territoire, mais la descendance. Détruire les œufs ennemis revient à couper leur avenir. Les voler, c'est multiplier les vôtres. Les combats peuvent durer des heures. À la fin, le champ de bataille est jonché de minuscules cadavres. Personne ne s'arrête pour rendre hommage. Les vainqueurs récupèrent les corps utiles, se retirent avec leurs biens volés, et la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Le sol apparemment calme cache les restes d'une guerre invisible qui reste sans témoin, mais qui est menée avec la même rigueur et la même précision que toute autre bataille féroce dans la nature. Dans le fourré de Bukit Barisan, là où la pluie tombe sans interruption et où se mêlent les chants des oiseaux, des singes et du vent, les fourmis bâtissent leur empire en silence. Elles le font d'en bas, sans attirer l'attention, mais en dominant chaque recoin qu'elles occupent. S'ils doivent affronter d'autres colonies de leur propre espèce, ils le feront sans hésitation, avec la même détermination et la même stratégie qu'ils appliquent à chaque mouvement. Le plus inquiétant, c'est qu'ils le font avec un succès retentissant. La jungle asiatique disparaît derrière le brouillard et de l'autre côté de l'hémisphère, les forêts tempérées d'Europe se préparent à une autre forme de transformation. L'humidité perpétuelle ne domine pas, au contraire, le froid s'installe. La jungle cède la place à la forêt, le vert profond aux flammes de l'automne. Mais la logique demeure. Des environnements clos, sombres et difficiles d'accès continuent d'abriter des créatures qui ont fait de la furtivité et de la stratégie leur mode de vie. Les arbres changent, le climat change, le continent change, mais le schéma se répète. À la lisière d'une forêt européenne enveloppée de brouillard, une feuille tombe et disparaît sans bruit sous une autre. L'air est épais, teinté d'arômes d'écorce humide, de champignons et de vieilles branches craquant sous les pas invisibles de quelque chose d'invisible. C'est l'automne et les ombres ont changé de forme. Les arbres ont perdu leurs vêtements, révélant un monde de lumière et d'ombre où chaque mouvement a des conséquences. En cette saison changeante, où l'envie de se nourrir devient une course silencieuse contre le froid, les prédateurs intensifient leur activité. Certains chassent avec brutalité, d'autres attendent avec ruse. L'un d'eux se déplace parmi les racines et les buissons sans éveiller les soupçons. Ça ne laisse aucune trace, ça n'attire pas l'attention, mais ça attire. Le renard roux, doté d'une ruse légendaire, a réussi à s'adapter au fil des générations aux environnements les plus divers de l'hémisphère nord. Dans les forêts profondes d'Europe, ce prédateur conserve intactes ses capacités de chasse. Il est capable d'attraper des mulots, des lapins, des oiseaux et de creuser parmi les troncs tombés à la recherche d'insectes ou de petits reptiles. Il peut traquer furtivement, calculer les distances et attaquer avec précision. Mais dans cet environnement clos et dangereux, le renard sait qu'il n'est pas toujours nécessaire de se risquer pour se nourrir. Car après chaque chasse au loup ou au lynx, il reste des restes, parfois une patte, d'autres fois des viscères qu'aucun prédateur ne consomme. L'opportunité réside dans ces restes. Les renards roux, conscients des habitudes de leurs voisins, suivent les meutes de loups à une distance de sécurité. Ils ne s'exposent pas et ne défient pas les autres. Ils attendent, mémorisent leurs itinéraires, repèrent les lieux habituels de chasse et traquent les restes. Lorsqu'une carcasse est abandonnée, le renard s'approche. Son odorat exceptionnel lui permet de détecter des restes enfouis sous des couches de feuilles humides, et ses sens finement aiguisés captent même les plus petits mouvements et sons dans un environnement chargé de menaces. Ce n'est que lorsqu'il est sûr que le danger est passé qu'il s'approche du butin que d'autres ont rejeté ou laissé derrière eux. Ce comportement n'est pas accidentel. Le renard roux est opportuniste par nature. Bien qu'il chasse fréquemment, il sait quand éviter de se fatiguer et profiter du travail des autres. Et il le fait grâce à une série de tours qui démontrent son intelligence. Si d'autres charognards plus petits, comme des martres ou des fouines, sont arrivés plus tôt, le renard peut feindre le désintérêt, errer avec une indifférence apparente, puis bondir sur les restes lorsque les autres sont partis. S'il trouve plus de nourriture qu'il ne peut en consommer, il l'enterre dans de petits garde-manger dont il se souvient avec une précision étonnante, y retournant des jours plus tard lorsque la forêt a déjà changé et que personne d'autre ne sait où chercher. On l'a même observé traquant des oiseaux charognards, attendant qu'ils fondent sur des proies oubliées afin de les localiser grâce à leur activité. Ce n'est pas la force qui le distingue,
mais plutôt sa lecture de l'environnement et sa patience chirurgicale pour tirer profit de toute circonstance favorable. Ce comportement peut sembler opportuniste vu de l'extérieur, mais la nature fonctionne selon des règles différentes. L'évolution ne récompense pas le courage ou l'éthique, elle ne reconnaît que l'efficacité des individus. Ceux qui survivent sont ceux qui reproduisent leur lignée. Et le renard roux perfectionne cette double stratégie depuis des millénaires, chasser quand cela lui convient, attendre quand cela est raisonnable. Dans les froids automnes européens, lorsque la visibilité est réduite, que les odeurs changent avec l'humidité et que les prédateurs rôdent sans prévenir, la ruse est plus précieuse que le courage. Et le renard roux est passé maître dans l'art de décrypter les signes de la nature sauvage. C'est pourquoi il a réussi à s'adapter et à prospérer là où d'autres échouent, faisant de l'attente et de l'opportunisme un outil de survie raffiné. Les environnements et les protagonistes changent, mais la logique reste la même. Parce que dans la nature, les courageux tombent, les habiles survivent et les opportunistes prospèrent. Et ce renard, caché derrière la mousse et les racines, le sait mieux que quiconque. Mais la forêt ne s'arrête pas là où s'arrêtent les arbres. Dans certaines régions du Royaume-Uni, alors que la nuit tombe et que la ville se calme, une ombre familière traverse les jardins, les trottoirs humides et les ruelles. C'est le même animal, même fourrure rousse, même ruse affinée. Mais cette fois, loin des fourrés, il déambule parmi les lampadaires, les clôtures en bois et les jardins de banlieue. Le renard roux a commencé à coloniser l'espace humain. Il ne le fait pas par hasard, il le fait parce qu'il comprend qu'ici, comme dans la forêt, il y a des opportunités. Dans les banlieues de nombreuses villes britanniques, et en particulier dans les quartiers dotés de grands jardins et d'arrière-cours, il est de plus en plus courant de trouver des terriers de fortune, sous des hangars ou près de vieilles clôtures, où les mères élèvent leurs petits dans une paix relative. Pour le renard, ces coins urbains reproduisent les éléments essentiels de la forêt fermée. Protection visuelle, voies de fuite, nourriture prévisible. Ils n'ont pas besoin de chasser, souvent ce n'est pas le cas. Certains voisins, touchés par leur présence, laissent de la viande ou des restes aux oursons. D'autres ne le font pas consciemment, mais les restes de déchets, les bols d'eau des animaux et les bols de nourriture mal fermés suffisent à les attirer. La ruse qui lui permet d'éviter les loups ou les hiboux grands-ducs dans la forêt lui permet de se déplacer sans être vu parmi les voitures, les clôtures et les lampadaires. Insaisissable mais présent. Et bien qu'il demeure un animal sauvage, sa tolérance envers les humains s'accroît. Ce comportement n'est pas sans risque. La cohabitation est source d'accidents. On recense des cas de renards blessés par des véhicules ou des conflits liés à des attaques mineures sur de petits animaux domestiques. Mais le renard semble avoir fait ses calculs. En milieu urbain, la concurrence diminue, les ressources se stabilisent et la menace des grands prédateurs disparaît complètement. Ce n'est pas de la domestication, c'est de la pure adaptation. Ce qui semble être une exception pourrait devenir la norme dans quelques décennies. Car comme cela s'est produit avec le raton laveur en Amérique du Nord, ce qui semble aujourd'hui être une anomalie urbaine pourrait devenir une autre étape de l'évolution. Une nouvelle version du renard roux, plus urbaine, plus furtive, moins hostile à la présence humaine, plus à l'aise parmi les briques et le béton que parmi les racines et les buissons. La forêt a changé, mais ses limites aussi. Et entre les contours flous du sauvage et du domestique, ce renard opportuniste revient à ce qu'il fait de mieux, lire le terrain, anticiper et prospérer. Tous les concurrents ne s'affrontent pas. Certains préfèrent observer de loin, enregistrer leurs mouvements, mémoriser leurs itinéraires, anticiper les erreurs. Et quand tout est fini, ils redescendent. Tout comme le renard se cache parmi les racines pour saisir le bon moment, d'autres maîtrisent le même art depuis les airs. Car dans ce jeu d'opportunisme, tout ne se joue pas sur le terrain. Il y a aussi ceux qui planent au-dessus des arbres, avec un plan en tête et de la patience aux ailes. Noir, brillant, le corbeau a passé des millénaires à perfectionner une stratégie qui ne repose ni sur la force ni sur le nombre. Il habite les forêts denses d'Europe, des forêts humides de hêtres aux conifères les plus septentrionaux. Et dans chacun d'eux, il a trouvé un moyen de s'épanouir, sans risque, sans compétition, sans s'exposer. Observez, calculez. Et puis, quand tout s'est calmé, prenez ce dont vous avez besoin. Leurs petits yeux expressifs détectent d'en haut les restes abandonnés après une chasse. La présence des loups, des lynx ou des aigles ne le dérange pas. En fait, il la préfère.
car il comprend que là où il y a un prédateur, il y a vite du butin. Et dans les brèches laissées par les chasseurs, il se glisse sans bruit. D'en haut, le corbeau peut suivre les meutes de loups sans se faire remarquer. Il reconnaît les schémas et anticipe les mouvements. Une fois la proie tuée et la tension dissipée, il se perche à bonne distance. Observez. S'il y a encore de la concurrence, attendez. Si les conditions le permettent, il s'approche à pas mesurés, saute, tâtonne et prend ce qu'il peut. Mais ils ne sont pas toujours seuls. Les corbeaux forment de petits groupes qui peuvent travailler de manière coordonnée. Certains distraient d'autres oiseaux ou des charognards plus petits, tandis que d'autres inspectent. Parfois, ils se relaient. D'autres fois, ils trichent. S'ils ont caché de la nourriture, ils peuvent faire semblant de l'enterrer ailleurs pour tromper les autres. S'ils savent qu'un autre animal peut ouvrir une carcasse, ils le suivront jusqu'à ce qu'il le fasse. L'opportunisme dans ce cas n'est pas improvisé, c'est de l'ingénierie silencieuse. Son corps allongé et agile est conçu pour des vols planés prolongés. Son bec courbé, puissant et précis, lui permet de déchirer des muscles durcis par le froid ou de briser de petits os. Mais son outil le plus mortel n'est pas anatomique, il est mental. Le corbeau se souvient, non seulement des chemins, mais aussi des actes, des intentions et des tromperies. Il possède une mémoire capable de stocker des informations complexes et une intelligence qui s'exprime non pas par le spectaculaire, mais par l'efficace. Même en se nourrissant, il analyse son environnement. Si d'autres oiseaux arrivent, le corbeau peut s'éloigner, feignant le désintérêt, puis revenir plus tard. Si vous repérez une opportunité trop risquée, ne la saisissez pas. S'il trouve un surplus, il le cache, et il le récupère quelques jours plus tard quand personne d'autre ne le sait. Mais il existe une autre facette moins connue de cet animal, la parade nuptiale. Contrairement à de nombreux autres charognards, le corbeau ne se contente pas de survivre. Il choisit aussi. Et lorsque la saison des amours arrive, leur comportement change. Les mâles cherchent à impressionner les femelles non pas par la force, mais par des signaux. Ils transportent des objets brillants, fragments de verre, pierres lisses, branches symétriques. Ils les placent devant eux comme s'ils leur offraient un cadeau rituel. Parfois, ce sont des restes de nourriture, d'autres fois, des objets apparemment inutiles qui portent une signification précise dans leur langue. Ils chantent aussi. Leur voix n'est pas mélodieuse, c'est une succession de grognements, de clics et de sons gutturaux qui forment un répertoire étonnamment varié. Lorsqu'une femelle accepte la cour, un lien s'établit qui peut durer toute une vie. Les deux parents collaborent aux soins de leur progéniture. Ils construisent le nid, protègent les œufs et nourrissent les poussins. Il y a coopération et persévérance. L'intelligence du corbeau ne se limite pas à l'instant. Elle englobe la connexion, la répétition et la prévoyance. Ce sont des oiseaux sociaux, mais aussi sélectifs. Ils vivent en groupe où la coopération est essentielle, mais la confiance n'est pas un don facile. Chaque individu possède une mémoire qui lui permet de reconnaître ses alliés comme ses ennemis. Cette capacité lui permet d'entretenir des réseaux de soutien complexes, mais aussi de garder rancune pendant des années à ceux qui l'ont blessé ou trahi. Lorsqu'un corbeau est la cible d'une agression ou d'une trahison, il l'évite soigneusement et alerte également le reste du groupe pour qu'il se méfie de cet individu. Leur intelligence sociale va au-delà de la simple réaction. Ils construisent également des alliances, se souviennent des faveurs et négocient leur place au sein du groupe. Ainsi, la mémoire sociale agit comme un mécanisme de défense collective qui renforce la cohésion et prévient les conflits futurs. À certaines occasions, cette intelligence s'exprime par des comportements surprenants. Il a été démontré que les corbeaux se souvenaient de visages humains spécifiques et modifiaient leur comportement à leur égard en fonction de leurs expériences passées, démontrant ainsi que leur sélectivité n'est pas seulement instinctive, mais consciente et apprise. Ce réseau de relations sociales complexes fait des corbeaux l'un des animaux les plus astucieux du règne animal, où chaque interaction est un calcul et chaque souvenir une ressource pour la survie. Dans les forêts denses, où la lumière filtre faiblement et où l'humidité recouvre tout, le corbeau se déplace parmi les hautes branches sans être dérangé. Il ne chante pas à l'aube, ne réclame pas son territoire à grands cris. Il observe, planifie et agit quand l'environnement le lui permet. Il suit les cerfs mourants, guettant le moment propice pour en profiter. Il guette d'autres charognards plus petits, tapis dans l'ombre jusqu'à découvrir des carcasses. Il trompe ses rivaux, cache de la nourriture,
mémorise des cachettes et simule même un comportement pour les tromper. Tout cela n'est pas le produit d'une seule génération, c'est le résultat de siècles d'apprentissage hérité, peaufiné et répété. Il n'a pas de crocs, il n'a pas de venin, il n'a pas de groupe organisé comme d'autres prédateurs. Mais il a de la patience, et ça lui suffit. Le corbeau ne rivalise pas avec le renard roux en force, mais il le fait en stratégie. Il ne le remet pas en question, mais il le suit, et parfois il le devance. Dans cette forêt d'arbres centenaires et d'ombres denses, où le soleil atteint à peine le sol et où tout ce qui naît meurt bientôt, le corbeau reste en dehors du conflit direct. Il ne cherche pas à dominer le terrain. Il doit simplement le connaître mieux que quiconque. Et tandis que d'autres se battent, se blessent ou tombent dans l'urgence, il vole en rond, mesurant chaque instant comme si tout cela s'était déjà produit auparavant. Parce qu'il a peut-être tout vu. Et c'est pour ça qu'il est toujours là. Dans les forêts cachées, la survie n'appartient pas au plus fort. C'est lui qui comprend le mieux les rythmes secrets de l'environnement. Quand bouger, quand se taire, quand prendre ce que les autres laissent derrière eux. Dans ces domaines, la stratégie l'emporte largement sur la force. Et même si la forêt cache presque tout, il existe une logique qui ne connaît pas de frontières. Une logique qui se répète à la cime des arbres, au fond des grottes et aussi dans l'immensité des savanes africaines. Que vous viviez parmi les branches ou sous le soleil brûlant, dans chaque coin de la planète, il y a ceux qui chassent et il y a ceux qui attendent. Parce que la vie ne récompense pas toujours ceux qui prennent des risques. Elle récompense souvent ceux qui savent observer, à celui qui sait rester en dehors de ça, à celui qui apparaît lorsque les rugissements s'éteignent et que l'air sent le sang. Ce n'est pas un lâche, c'est un opportuniste. Et les opportunistes, où qu'ils vivent, sont passés maîtres dans l'art de la survie. En Afrique, cette stratégie a atteint son expression la plus brute et la plus visible. Là où chaque jour est une guerre ouverte entre chasseurs et proies, les charognards prospèrent également. Espèce qui a renoncé à la gloire de la chasse, mais pas au banquet. Dans la savane africaine, chaque instant est une bataille pour la vie. Sous le soleil implacable qui fissure la terre et assèche l'air, de grands prédateurs se déplacent avec une précision mortelle. Des lions traquant en meute, des léopards se fondant dans les sous-bois, des guépards explosant à la vitesse de l'éclair et des chiens sauvages, toujours en alerte, coordonnant leur chasse avec une précision implacable. Chaque élément de leur corps remplit une fonction précise dans l'art de tuer. Des mâchoires capables de briser les os, des griffes conçues pour saisir la chair vivante, une vitesse qui leur donne un avantage et une résistance qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et plus lourdes qu'eux. La nature leur a fourni toutes les armes nécessaires pour maîtriser cet environnement hostile, et ils les utilisent avec une efficacité absolue. Cependant, tout le monde dans ce monde ne choisit pas de suivre le même chemin. Dans l'ombre de ces prédateurs implacables, d'autres ont trouvé leurs propres moyens de survivre. Des créatures qui, au lieu de courir après la mort, l'attendent et ont appris à voir une opportunité dans chaque chasse. Ce sont des charognards, des opportunistes, des héritiers de ce qui reste. Ils ne dépendent pas toujours des autres, car la capacité de chasser est toujours vivante en eux. Mais ils ont changé leurs habitudes, décidant de perpétuer leur lignée sans prendre les risques qui consomment les grands chasseurs. Du ciel ouvert à la terre aride, ils traquent, planent et observent. Ils sont les témoins invisibles de chaque chasse et les derniers à quitter les lieux. Et dans l'ombre de la mort, ce sont eux qui ont construit leur propre royaume. Depuis des millions d'années, les écosystèmes africains sont façonnés par la lutte entre le chasseur et sa proie. Ces grands prédateurs, créatures aguerries par la sélection naturelle pour traquer, poursuivre et tuer, sont des êtres qui ont évolué. Mais dans l'ombre de cette perfection, il y a d'autres êtres qui ont choisi un autre chemin. Ils ne sont ni faibles, ni proies, ni parias de cet ordre féroce. Ce sont des opportunistes. Des animaux pleinement capables qui ont choisi de ne pas rivaliser à armes égales avec les grands chasseurs et de tirer profit des conséquences de leur violence. Et parmi eux, il en est un qui règne en maître dans cet art discret, le vautour. Cet oiseau africain appartient à une lignée ancienne et ses ancêtres, comme tant d'autres carnivores primitifs, possédaient les capacités physiques nécessaires pour abattre leur proie. Ils possédaient des griffes, un bec acéré et une structure corporelle robuste. Mais au fil du temps, et face à la concurrence féroce de prédateurs plus grands et plus agressifs,
Ces animaux ont trouvé des opportunités là où les autres dédaignaient. Là où la plupart voyèrent du gaspillage, ils voyaient de la nourriture. La charogne, loin d'être une ressource mineure, offrait une source riche et abondante de nutriments, disponible sans les coûts énergétiques extrêmement élevés ou les risques physiques liés à la chasse active. L'évolution, au lieu de punir cette stratégie passive, l'a perfectionnée. Les vautours ne furent pas réduits à de petits charognards marginaux. Au contraire, leur taille augmenta, leur envergure s'étendit pour permettre des vols longs et soutenus au-dessus de vastes territoires, et leur physiologie s'adapta pour traiter des matières qui seraient mortelles pour presque tout autre animal. La charogne n'est pas seulement de la viande morte, c'est un cocktail de bactéries, de toxines et de tissus en décomposition. Et c'est précisément là que ces opportunistes ont trouvé leur place forte. Ils possèdent l'un des systèmes digestifs les plus extrêmes du règne animal. Ces sucs gastriques sont si puissants qu'ils peuvent neutraliser des souches mortelles d'anthrax, de salmonelle ou de botulisme. Sur le plan nutritionnel, la viande en décomposition contient toujours les mêmes protéines et minéraux essentiels qui alimentent les muscles d'un lion ou d'un guépard. Ce qui est remarquable, c'est que les vautours obtiennent ces nutriments sans parcourir des kilomètres à leur poursuite, sans se déchirer les pattes lors d'un combat et sans la poussée d'adrénaline constante qui accompagne la traque et le meurtre. Le résultat est le même, l'énergie nécessaire pour voler, grandir et perpétuer leur espèce. Seule la méthode est radicalement différente. Contrairement à l'idée selon laquelle leur régime alimentaire improvisé les rendrait vulnérables ou dépendants, les vautours ont perfectionné leur opportunisme en un mécanisme impitoyable. Ils ne se contentent pas de survoler le paysage à la recherche d'une occasion. Ils suivent de près les grands félins africains, connaissant leurs itinéraires, leurs horaires de chasse et les territoires où le sang est le plus susceptible d'être exposé. Ils reconnaissent les moments où les lions préfèrent attaquer, les territoires qu'ils dominent, les sentiers de chasse qu'ils parcourent et les endroits où ils laissent habituellement des carcasses. Ils savent que les grands chasseurs consomment rarement complètement leurs victimes. Souvent parce que ces proies sont monumentales, d'autres fois parce que rester trop longtemps à côté d'une carcasse fraîche attire les hyènes et leur présence est un risque qu'elles préfèrent éviter. Cette information, gravée dans leur instinct et renforcée par l'observation quotidienne, leur permet d'anticiper le moment exact où une proie n'appartiendra plus aux chasseurs et deviendra disponible aux opportunistes. Lorsque cela se produit, les vautours n'arrivent pas seuls. Ils peuvent se déplacer en groupe allant jusqu'à 120 individus, descendant en spirale au-dessus du vaste territoire dès qu'une proie tombe. Avant de se lancer, leurs yeux, parmi les plus perçants du règne animal, scrutent l'horizon à la recherche de signes. Ils peuvent détecter une carcasse à plus de 5 km de distance, même en suivant d'autres charognards comme les chacals. Bien qu'ils puissent profiter des restes des autres, l'évolution ne les a jamais dégradés à un statut inférieur. Ils ne se sont pas faits petits. Ils ne sont pas devenus discrets ou insignifiants. Les charognards africains sont devenus des figures essentielles pour la santé de l'écosystème. En consommant les restes, avant qu'ils ne se décomposent complètement, ils éliminent les sources d'infection, contrôlent la prolifération des bactéries et des toxines et maintiennent un environnement propre où d'autres animaux doivent vivre, boire et se nourrir. Loin d'être une faiblesse, cette fonction en fait des acteurs clés du système naturel, empêchant l'apparition de ravageurs et de maladies susceptibles de déséquilibrer des écosystèmes entiers. Ainsi, l'évolution ne les pénalise pas, elle les soutient. Parmi la diversité des vautours africains, chaque espèce joue un rôle distinct dans ce festin macabre. Le vautour africain est souvent le premier à arriver. Son corps agile et son bec pointu lui permettent d'accéder rapidement au tissu mou. Vient ensuite le vautour fauve africain, plus robuste, capable de déchirer des muscles plus résistants. De son côté, le vautour orikou, avec son puissant bec crochu et sa taille imposante, assume une position dominante, capable de déplacer les autres et d'ouvrir les zones les plus dures, comme les côtes ou les tendons. Le plus petit vautour à capuchon, quant à lui, se spécialise dans l'exploitation des coins et recoins que les autres ne peuvent pas ou ne veulent même pas essayer d'atteindre. Mais leurs outils ne se limitent pas à des pioches ou à la force. Leurs visages, nus, rougeâtres et étranges, ont également une fonction cruciale. L'absence de plumes sur la tête et le cou leur permet de se nourrir à l'intérieur des cavités des carcasses,
sans que du sang et des liquides en décomposition n'adhèrent à leur plumage, ce qui réduirait leur capacité de vol et augmenterait le risque d'infection. Chez certaines espèces, comme le vautour auricou, la face rouge apparaît en raison de l'apport sanguin abondant dans cette zone, ce qui facilite la dissipation de la chaleur dans les climats extrêmes et aide à maintenir une température corporelle stable lors d'une exposition prolongée au soleil. Contrairement à la croyance populaire, les opportunistes ne sont ni lâches ni faibles. Ils ne sont ni la proie ni la victime des autres. Ce sont des créatures qui ont appris au fil des millénaires à lire les signes de la mort sans avoir à la provoquer. Ils ne prennent des risques que lorsque le bénéfice l'emporte sur le coup. S'approcher des restes alors que les lions rôdent encore est une manœuvre dangereuse, mais leur connaissance des comportements félins leur permet de calculer les moments précis pour le faire. Ce qui, d'un point de vue humain, pourrait sembler une attitude répréhensible ou parasitaire, est dans la nature une stratégie admirablement efficace. Loin d'être un défaut évolutif, leur opportunisme s'est avéré être un outil de survie raffiné. Les preuves sont accablantes. Ils ont survécu à des périodes de sécheresse, à la disparition d'autres charognards et aux transformations brutales du paysage africain. Ils ont prospéré sans avoir besoin de courir, de tuer ou de verser une seule goutte de sang. Et c'est dans ce calcul impartial que réside sa véritable force. Ce sont les yeux du ciel qui guettent toujours. Ceux qui connaissent les habitudes des autres mieux que les chasseurs eux-mêmes. Ceux qui ont fait de la mort des autres leur garantie de vie. Alors que la chaleur extrême de la savane pèse lourdement sur le sol, le corps de la proie gît mutilé au milieu de la prairie sèche, entouré de taches de sang sombre et de fragments d'os. Les lions, repus, s'éloignent sans hâte. Leurs estomacs gonflés et leurs démarches lourdes indiquent que le festin est terminé. Il ne reste qu'un seul des mâles, allongé à côté des restes, sans réelle intention de les défendre, mais toujours réticent à quitter les lieux. Du ciel, une volée de vautours a commencé à descendre en large spirale. Il y a des dizaines de corps qui voyagent dans l'air chaud en attendant le moment exact pour toucher le sol. La plupart des gens pensent qu'il est encore trop tôt. S'approcher alors qu'un lion est encore présent représente un risque qui pourrait leur coûter la vie. Mais tout le monde n'obéit pas à ce calcul. L'un de ces vautours, aussi arrogant qu'impatient, rompt la formation et descend prématurément. Ses ailes se replient, ses pieds touchent le sol et, en un instant, il picore la chair encore suspendue à une côte ouverte. Autour de lui, les autres gardent une distance de sécurité, gardant un œil sur le lion qui est encore à quelques mètres. Le gros chat lève la tête. Ses yeux, lourds de fatigue, sont fixés sur la silhouette qui bouge à côté de lui. Ce n'est pas la faim qui le pousse, mais simplement un instinct territorial. D'un mouvement brusque, il se lève et s'avance vers sa victime. Le vautour, absorbé par sa tâche, tarde un instant à s'échapper. Il déploie ses ailes, mais ne parvient pas à s'envoler. Le coup ne le détruit pas, il le touche à peine. Il le projette sur le côté et l'oiseau tombe violemment au sol. Le lion s'approche, le pousse d'une patte, l'examine d'un regard sans réel intérêt. Il n'est pas blessé, mais il semble mort. Il n'y a pas de sang, pas de lutte. L'oiseau reste là, comme si sa vie s'était éteinte à cet instant. Pour le lion, n'ayant plus faim ni besoin de tuer, cela suffit. Il s'éloigne. Derrière eux, d'autres vautours profitent de la diversion. Ils descendent en groupe, encerclent les restes et commencent à se nourrir. Certains déploient leurs ailes, d'autres avancent prudemment. Le lion, irrité, se retourne vers eux et lance une petite course pour les disperser. Et c'est là que ça arrive. Le vautour, qui semblait mort, tendu et rigide, ne perdit pas de temps, se releva et s'envola, s'éloignant de l'endroit en quelques secondes. Ce recours, qui consiste à feindre la mort face à une menace plus grande, fait partie du répertoire défensif de nombreux oiseaux charognards. Non pas parce qu'ils sentent que leur vie sera épargnée, mais parce que, dans la savane, la mort simulée est souvent préférable à une évasion impossible. De plus, un charognard mort suscite rarement l'intérêt d'un prédateur rassasié. La viande de vautour, saturée de toxines bactériennes et au goût piquant, est un aliment que presque aucun chasseur ne désire. La scène se dissout lorsque les lions s'éloignent enfin et que les vautours, désormais indemnes, recouvrent entièrement la carcasse. L'opportunisme revient à sa place naturelle, mais non sans se rappeler que même dans sa prudence, dans son calcul apparemment parfait, il y a toujours une fine ligne entre le bénéfice et le risque.
Une situation critique où l'opportunisme expose ses risques et révèle une adaptation inattendue. Dans la nature, chaque mouvement implique un risque calculé et aucune stratégie n'est sans conséquence. Là, l'opportunisme et la ruse cohabitent avec la force brute dans une danse constante pour la survie. Dans ce scénario, les hyènes tachetées participent activement et dominent avec des règles de fer et un ordre implacable. Ils savent mieux que quiconque comment gouverner un monde où la force et la ruse définissent le droit d'exister. La structure matriarcale de son clan ne laisse aucune place à l'hésitation. Les femelles dominantes imposent leurs lois et leur progéniture hérite de ce privilège sans poser de questions. Mais dans l'ombre de cet ordre imposé, des alliances se forgent secrètement. Les subordonnés n'aspirent pas à la liberté. Leur ambition est de remplacer ceux qui sont au sommet. Ils ne cherchent pas à démanteler la hiérarchie, ils cherchent à la remplacer par une autre dont ils seraient les responsables. Le ressentiment est un langage silencieux, partagé dans des regards furtifs et dans les moments de plus grande faim, lorsque les corps affaiblis d'un clan en crise deviennent des cibles pour leurs propres camarades. Dans ce contexte, l'égalité n'est pas recherchée comme une rédemption. C'est un ajustement violent qui entraîne l'effort dans le bourbier commun de la survie. Comme si, au fond, ce qui ne peut être atteint devait être détruit. Dans ce paysage désolé, la hyène tachetée ne connaît aucun idéal, mais incarne involontairement cette ancienne inclination à préférer l'égalité dans la misère plutôt que d'accepter l'inégalité à ciel ouvert. Au-delà de ces tensions latentes, la chasse exige son propre ordre. À la nuit tombée, le clan se mobilise. Pas de fuite désespérée ni d'attaque désordonnée. Les hyènes avancent en formation dispersée, flanquant leur proie dans un cercle de plus en plus étroit sans éveiller les soupçons. Les individus plus jeunes, guidés par des femelles plus expérimentées, avancent pour désorienter, forçant les herbivores à se disperser. Chaque mouvement a un but: isoler le retardataire, briser le rythme du peloton et coincer le plus faible dans une impasse. L'attaque se termine par une succession de coups, de fentes et de morsures, dans lesquelles l'efficacité l'emporte sur la férocité. Il n'y a aucune gloire dans cet acte, seulement la froide urgence de se nourrir un jour de plus. À l'aube, les ossements blanchis seront les témoins silencieux d'une nuit où la ruse collective a une fois de plus prévalu sur la force solitaire. Dans ces terres, hyènes tachetées et lions ne partagent rien d'autre que le silence de la nuit et l'odeur persistante du sang. Chaque rencontre entre eux est une négociation sauvage où la force brute et la ruse collective testent leurs limites. Une traînée de viande fraîche flotte dans l'air, signe certain que les lions ont chassé. Dans l'obscurité, les hyènes s'approchent. Ils ne sont pas reçus avec violence immédiate, mais pas non plus avec indifférence. Ils se cachent au loin, calculateurs. Ils ne se précipitent pas. Ils comprennent parfaitement que l'impatience se paie de mort. Le premier groupe est à peine visible, avançant en arcs ouverts. Un grognement sourd, un claquement de mâchoires, et les ombres se multiplient. Petit à petit, les hyènes gagnent du terrain, repoussant les limites invisibles de la vigilance féline. Il n'y a pas d'attaque frontale, juste un siège constant qui épuise et désoriente. Les lions gardent le butin, mais chaque minute qui passe fait pencher la balance. Avec le nombre pour elles, les hyènes redoublent de pression. Ils s'approchent de la clôture, brisant l'unité des félins, séparant les plus jeunes, distrayant les plus fatigués. Les lions reculent de quelques pas, juste assez pour que les hyènes occupent l'espace. Lorsque le moment arrive, il n'y a pas d'explosion de violence, mais une retraite brève et inévitable. Les lions reculent simplement et les hyènes se jettent sur les restes avec une urgence silencieuse. Ils ne célèbrent pas. Il n'y a aucune fierté dans ce triomphe, seulement la certitude d'avoir tenu assez longtemps. À l'aube, il ne restera que des fragments épars et une odeur rance accrochée à la terre. Ici, où aucun pouvoir n'est éternel, les hyènes ont imposé leur volonté, non par la force, mais par la persévérance. Parce que dans ce paysage rude, parfois la ténacité vaut mieux que le rugissement. Il n'y a pas de créature plus méconnue dans ces terres que la hyène tachetée. De loin, sa silhouette apparaît désordonnée, inégale, comme si son corps avait été assemblé à partir de pièces disparates. Les pattes antérieures, plus hautes que les pattes postérieures, lui confèrent une démarche oblique, un pas brisé qui contraste avec l'élégance des félins. Mais ce corps apparemment maladroit est un outil impeccable, forgé par des siècles d'adaptation pour résister, non pour éblouir.
À l'intérieur, les hyènes contiennent des machines conçues pour résister à ce que d'autres ne pourraient pas. Leurs mâchoires exercent une pression capable d'écraser les os, de briser les crânes et de fendre les vertèbres avec une facilité que même les grands félins envieraient. Leur estomac digère sans difficulté la moelle, les tendons, la peau tannée et le cartilage. Là où d'autres carnivores ne consomment que de la viande, les hyènes profitent de tout, non pas comme un signe de misère, mais comme une stratégie de survie dans un environnement où aucune ressource ne peut être considérée comme acquise. Ils n'ont pas honte de leur célébrité, ils l'incarnent. Charognards par nature, ils considèrent les restes non pas comme une humiliation, mais comme un avantage évolutif. Mais lorsque les circonstances l'exigent, ils chassent également avec une efficacité qui dément toute notion de faiblesse. Ils agissent le plus souvent en groupe selon une tactique rarement ratée. Ils harcèlent, dispersent, détruisent les défenses de leurs victimes et épuisent leur résistance. Chaque individu connaît son rôle. Chaque mouvement répond à une logique invisible qu'il est le seul à comprendre. La chasse à la hyène ne se résume pas à la vitesse brutale d'un guépard ou à l'embuscade mortelle d'un lion. C'est une entreprise collective où le filet se resserre lentement et sans heurts. Ce qui ressemble à un rire sinistre à l'oreille humaine est, pour eux, un langage très raffiné. Ce rire brisé communique l'ampleur, l'urgence, la frustration ou la découverte. Un ton aigu et répétitif signale une opportunité qui approche. Un grognement profond et espacé impose le respect. Même dans la nuit la plus noire, sans se voir, les hyènes créent une carte auditive qui leur permet de savoir qui est là, où ils sont et quelles sont leurs intentions. Le chaos apparent de ces sons est en réalité une symphonie d'avertissement et de stratégie. Mais il y a un rituel qui échappe à toute compréhension, la salutation. Chaque fois que deux hyènes se rencontrent, elles s'approchent avec précaution et se reniflent la région génitale. C'est un acte bref, minutieux, essentiel. Là se définit la hiérarchie, se décèlent les vieilles cicatrices, se perçoivent les parfums du zèle ou de la fatigue. Peu importe qu'ils soient séparés depuis quelques minutes ou plusieurs jours, ce contact décide qui avance, qui cède, qui attend. Ce qui serait grotesque pour d'autres espèces est un protocole infaillible pour elles. L'organisation sociale des hyènes tachetées est l'une des plus rigides du règne animal. Les femelles règnent avec sévérité et les petits des femelles dominantes naissent avec un privilège héréditaire que les mâles ne peuvent jamais remettre en cause. Au sein de cette structure implacable, les subordonnés savent attendre, non pas par résignation, mais parce qu'ils comprennent que le temps et l'opportunité sont leurs meilleurs alliés. Et peut-être que la chose la plus déconcertante pour quiconque essaie de les mesurer à l'aune des normes d'autres prédateurs est leur indifférence absolue à la grandeur. Les hyènes n'atteindront jamais la splendeur symbolique des lions, ni la prouesse des léopards. Mais elles ne les recherchent pas non plus. Son existence est discrète et persistante, faite de sièges nocturnes, d'os brisés et de victoires sans gloire. Ils ne désirent pas le trône car ils savent que dans ces terres, les rois tombent, mais ceux qui résistent restent. Ainsi, lorsque les lions abandonnent une proie à moitié mangée, ce sont les hyènes qui la réclament. Ils ne se précipitent pas avec abandon. Ils entourent, évaluent, érodent la volonté de ceux qui regardent encore. Et quand le nombre et la nuit jouent en leur faveur, ils prennent la place que les autres laissent. Ce n'est ni une conquête ni une humiliation. C'est une façon d'écrire sur sa permanence. Ce qui pour certains est une vie misérable, pour eux c'est une forme de gouvernement sans nom, une stratégie discrète qui a fonctionné pendant des générations. Dans un pays où tout change et où personne ne règne longtemps, les hyènes tachetées ont choisi de ne pas exceller, mais de perdurer. Et lorsque la dernière lumière du jour s'éloigne et que les bruits de la nuit deviennent tendus, ce rire brisé et persistant remplit à nouveau l'air. Ce n'est pas une blague, c'est un avertissement, un signe qu'ils sont toujours là, à attendre, comme toujours. Le corps d'une hyène tachetée est un outil conçu pour durer. Chaque muscle et chaque os ont une fonction qui va au-delà de l'apparence. Sous cette peau, usée par la poussière et les blessures, se cache une machine conçue pour survivre là où d'autres échouent. Leurs mâchoires ne sont pas faites pour la morsure mortelle d'un félin, mais pour quelque chose de plus brutal et de plus primitif, écrasé. Lorsqu'il se rapproche d'un os, la pression dépasse sans effort celle que tout autre carnivore africain peut exercer.
Les muscles qui contrôlent ce geste, tendu et fibreux, sont ancrés dans un crâne robuste, conçu pour résister à une tension extrême sans se rompre. C'est une force sans prétention, brutale et précise. Et derrière ses mâchoires, le cou d'une hyène soutient confortablement des proies 2 fois plus lourdes que lui, secouant des cadavres ou démembrant des restes durcis par la chaleur. Mais ce qui suit la chair et les os est encore plus implacable. L'estomac d'une hyène fonctionne selon une chimie proche de la corrosion. Son intérieur maintient un pH si bas qu'il pourrait dissoudre des fragments d'os en quelques heures. Les tendons desséchés, la moelle pourrie et le cartilage ramolli par la décomposition sont réduits en nourriture sans que l'organisme soit le moins du monde altéré. Lorsque la viande devient dangereuse pour les autres, la hyène la transforme en énergie. Digérer l'indigeste n'est pas une option, c'est leur spécialité. Mais cette capacité serait inutile sans une défense immunitaire tout aussi impitoyable. Les hyènes possèdent l'un des systèmes immunitaires les plus robustes parmi les carnivores africains. Non seulement ils résistent aux bactéries courantes qui se développent dans la viande fraîche, mais aussi à celles qui transforment une carcasse en un foyer toxique. Dans votre corps, les colonies mortelles de Clostridium, Salmonella et Bacillus anthracis trouvent un ennemi invulnérable. Là où la décomposition crée un terrain fertile hostile pour tout autre carnivore, la hyène se nourrit sans fièvre, sans infection, sans recul. Une partie de cette immunité féroce réside dans l'abondance d'anticorps naturels dispersés dans votre circulation sanguine et vos tissus mous. Ces agents, toujours actifs, patrouillent chaque organe et chaque blessure à la recherche d'envahisseurs. La salive d'une hyène, rugueuse et au pH alcalin, contient des protéines antimicrobiennes capables de minimiser les infections causées par des combats constants au sein de la meute ou par des déchirures sur les proies. Même les morsures profondes guérissent sans suintement, scellées par une biochimie naturelle qui empêche la croissance bactérienne. À ce bouclier physiologique s'ajoute une adaptation génétique unique. Les hyènes conservent une grande diversité dans les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, responsable de la détection et de la neutralisation des agents pathogènes. Cette variabilité leur permet de reconnaître une vaste gamme de bactéries et de virus réagissant rapidement avant que l'infection ne se propage. C'est un avantage invisible qui protège non seulement l'individu, mais toute la structure sociale du clan qui coexiste, se confronte et se nourrit en contact constant avec les mêmes restes contaminés. Ce talent pour consommer les charognes les plus anciennes et les plus contaminées serait mortel pour tout autre carnivore. Ici, sous la chaleur impitoyable de la savane, un corps mort se décompose en quelques heures. Le sang s'épaissit, la chair fermente et les bactéries mortelles se multiplient à une vitesse invisible. Mais dans le corps d'une hyène, cette menace n'a pas sa place. Ce qui représente la mort pour d'autres est, pour eux, une opportunité sans limite. Même les plaies ouvertes, courantes chez une espèce qui se déchire pour se nourrir et dominer, s'infectent rarement. Ces spécimens résistent aux coupures profondes, aux morsures et aux déchirures sans montrer de signes de fièvre ou de septicémie. Les défenses naturelles circulent dans leurs tissus, minimisant le risque d'infection, leur permettant de continuer à chasser, à manger et à se battre sans s'affaiblir. C'est un corps fait pour durer, même lorsque la chair des autres s'est déjà livrée à la décomposition. À un niveau invisible, leur génétique préserve une variété exceptionnelle dans les gènes qui régulent les défenses immunitaires. Ce répertoire diversifié leur permet de faire face à une gamme de maladies qui anéantiraient d'autres espèces. Là où d'autres tombent, les hyènes restent. Et donc, ce qui semble à certains être une vie misérable, faite de déchets et de charognes, est en réalité une stratégie raffinée. Car tandis que la viande fraîche se fait rare et que les rois du jour se retirent à l'abri de l'ombre, ils errent dans les marges, dévorant ce que personne d'autre ne peut toucher. Non pas par désespoir, mais parce que son corps, forgé par des siècles de sélection implacable, peut lui offrir cet avantage. À l'aube, lorsque les carcasses sont réduites à l'état d'os blanchi, leurs excréments, durs et pâles à cause de l'excès de calcium, restent signe d'une digestion complète. C'est un témoignage silencieux de leur capacité à extraire chaque fibre d'une proie. Dans ces terres, la puissance visible est célébrée dans la course rapide d'un guépard ou le rugissement d'un lion. Mais la véritable force n'est pas toujours évidente. Parfois, elle réside dans ce qui persiste malgré le temps. Et aucune créature ne persiste comme la hyène tachetée.
Mais cette résilience n'est pas une curiosité isolée. C'est le fondement sur lequel l'espèce a bâti sa survie dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. La combinaison de leur force de mâchoire, de leur digestion implacable et de leur immunité inébranlable ne leur permet pas seulement de consommer des abats, elle leur garantit une place là où d'autres ont disparu. Au fil des siècles, alors que de graves sécheresses anéantissaient les troupeaux et que des épidémies transmises par des charognes malades dévastaient les populations de lions, de léopards et de chiens sauvages, les hyènes tachetées prospéraient. Là où la chair en décomposition devenait une source de mort pour tous, ils continuaient à se nourrir, immunisés contre les toxines, les bactéries et les fièvres qui perturbaient l'équilibre naturel des autres espèces. C'est dans ces scénarios de déclin massif que sa spécialisation a montré sa véritable dimension. Il ne s'agit pas d'une existence marginale ni d'un rôle secondaire. Les hyènes n'occupent pas ce que les autres laissent derrière eux, mais plutôt ce à quoi personne n'est préparé. Et dans la dure logique de ces terres, cette forme de résistance vaut mieux que n'importe quelle démonstration de force. Son succès ne dépend pas d'une chasse parfaite, mais de la survie à tout ce qui est imparfait. Ainsi, lorsque les grands troupeaux migrateurs se dissolvent, lorsque les prédateurs se retirent à cause de la maladie ou de la faim et que les charognes abondent dans une chaleur qui fait fermenter la viande en quelques heures, ce sont les hyènes qui traversent ces champs de mort d'un pas ininterrompu. Car là où d'autres tombent, ils restent. Et ils continueront de tomber. Il y a des créatures qui dominent le paysage par leur simple présence. Elles s'annoncent par leur voix, marquent le terrain par leur démarche et ne craignent pas le conflit. Et il y en a d'autres qui choisissent le silence, non par peur, mais par choix. Aux confins de l'Afrique, là où la savane commence à se refermer sur l'épaisseur des jungles cachés, un chasseur marche seul parmi des ombres épaisses et des sentiers cachés par des racines et des sous-bois. Pas de rugissement, pas de meute. Juste une silhouette qui glisse discrètement, à peine discernable par le bruissement des feuilles qui se referment derrière elle. Le léopard ne partage pas ses itinéraires avec d'autres grands prédateurs. Il ne remet pas en cause la hiérarchie, il l'évite. Il préfère les forêts secondaires où le feuillage recouvre tout et le danger voyage en groupe. Il n'y a aucune exposition, mais il n'y a pas non plus d'alliés. Il n'en a pas besoin. Il chasse seul, il tue seul, il se nourrit seul. Et lorsqu'il tombe sur les traces fraîches d'une troupe de lions, il se retourne silencieusement, change de cap et attend. Parce que dans cette danse de survie, la première erreur est la dernière. Leurs marques sont minimes, une égratignure sur une branche, de l'urine sur un tronc plié. Des marques que seul un autre léopard pourrait déchiffrer. Tout le reste n'est que camouflage, dissuasion, stratégie. Et même s'il est l'un des prédateurs les plus efficaces du continent, il ne se sent pas obligé de chasser, sauf si cela est nécessaire. S'il arrive dans une clairière et trouve une proie fraîche, à moitié abandonnée par un autre chasseur, il n'hésite pas. Il s'approche, vérifie et nourrit. Il ne demande pas à qui c'était. Il s'en fiche. La viande est là. Et la jungle ne récompense pas l'éthique. Elle récompense l'intelligence. Cela ne le rend pas moins mortel. Au contraire, il le rend plus efficace. Car le léopard ne recherche pas la gloire. Il recherche la continuité. L'opportunisme, dans son cas, n'est pas une nécessité. C'est une possibilité qu'il choisit d'utiliser lorsque l'occasion se présente. Car même parmi les grands, le prestige ne vaut pas ce que vaut le lendemain de la vie. Les lions se disputent des carcasses avec d'autres lions. Les hyènes se disputent des carcasses avec d'autres hyènes. Dans la jungle et la savane, personne ne se nourrit avec fierté. On se nourrit de ce qui est disponible. Et quand il n'y a plus rien, le léopard grimpe à l'arbre, attend la tombée de la nuit et recommence. Il ne désespère jamais. Il ne se surexpose jamais. Il peut chasser, et il le fait. Mais s'il peut l'éviter, il peut le faire aussi. Ce geste brise l'illusion d'une hiérarchie figée, d'une pureté prédatrice, parce qu'ici chacun prend ce qu'il peut. Et si cela signifie attendre que quelqu'un d'autre tue, alors on attend. Lorsqu'il disparaît dans la végétation, il ne laisse aucune trace. Il nous apprend une leçon. Dans cet écosystème caché, même les chasseurs les plus redoutables profitent de ce que les autres laissent derrière eux. Et dans ce silence invisible, le léopard confirme ce qui gouverne toute jungle profonde. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'attaque, mais dans le fait de savoir quand ne pas le faire.
Dans les forêts profondes, où la lumière touche à peine le sol et où l'air est rempli d'humidité et de murmures, la survie n'est pas toujours une question de force ou de vitesse. Souvent, c'est la ruse qui décide du destin. Depuis des millénaires, la nature récompense les chasseurs les plus habiles, ceux capables de grimper, de traquer et de capturer avec précision. Mais elle a aussi donné de l'espace à ceux qui préfèrent attendre, à ceux qui choisissent de profiter de ce que les autres n'ont pas fini de dévorer. Dans ces environnements fermés, l'opportunisme devient une stratégie aussi précieuse que la chasse active. Les animaux comme le renard roux se déplacent patiemment dans les sous-bois, attentifs aux signes de proie nouvellement capturés, capables de changer de tactique en un instant. Le léopard, maître de la discrétion, évite de se montrer et trouve refuge dans les fourrés, lui permettant de combiner chasse et attente. Dans les hauteurs, les gibbons communiquent par des cris qui percent la forêt, à la recherche de fruits mûrs ou d'avertissements de danger, tout en exploitant les ressources dispersées et étrangères lorsque l'occasion se présente. Ces animaux ne sont ni faibles ni mineurs. Ils sont experts dans l'art de lire le pouls d'un écosystème où chaque mouvement peut être décisif. Ils attendent le bon moment, connaissent les habitudes de leurs voisins et comprennent que la nature ne récompense pas le courage incommensurable, mais plutôt l'efficacité silencieuse. Chaque morceau de viande laissé après une chasse, chaque fruit tombé ou insecte qui termine son cycle de vie, fait partie d'un système complexe où chacun joue un rôle indispensable. Les charognards et les opportunistes de la forêt sont les gardiens invisibles de cet équilibre, travaillant dans l'ombre pour maintenir la santé de la forêt. Peu importe qu'ils chassent ou attendent, qu'ils grimpent ou se cachent. La survie dans ces mondes cachés repose sur l'intelligence, l'adaptation, l'exploitation et la résistance. Dans chaque feuille, sur chaque branche, sur chaque chemin oublié, la vie se renouvelle grâce à ceux qui savent quand agir et quand attendre. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force qui renverse, mais dans la patience qui assure la continuité des générations à venir.